va parler d'un secteur que j'aime beaucoup, qui est le secteur de la communication et de la publicité, en compagnie de Solène Madec. Bonjour. Bonjour. Alors Solène, vous êtes fondatrice et CEO de l'agence Belle. C'est une agence qui s'occupe plus particulièrement des startups, on va y revenir. Mais d'abord, Belle, c'est une agence qui a 3 ans. Vous avez fondé ça en intrapreneuriat même, alors que vous étiez encore au sein de l'agence Babel. Quelle a été la jeunesse de ce projet entrepreneurial qui vous a poussé à lancer votre propre boîte ? Je pense déjà une envie qu'on a depuis longtemps. Je pense que quand on a la fibre entrepreneuriale, on l'a. Qu'on tait plus ou moins. Donc, et à un moment de sa vie, on se dit, ça y est, c'est le moment. Et souvent, le moment, c'est une rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer mes 2 associés actuels, que sont Nathalie Alves et Pierre Duquesnoy, avec lesquels, en fait, on s'est mis à travailler de façon ultra naturelle, avec un taux d'efficacité qui était top, beaucoup de plaisir dans le travail. Et on s'est mis à travailler différemment de la structure dans laquelle on était hébergé. Et on s'est dit, ça mérite qu'on crée notre propre agence. On l'a vécu un petit peu comme, on va dire, hébergé de façon sereine dans un plus grand groupe. Et puis, une fois que le modèle a fait ses preuves, on a décidé de le racheter. Et donc, on est indépendant depuis le 22 juillet dernier d'un point de vue juridique. Qu'est-ce qu'il y a de si différent dans votre façon de travailler avec vos associés ? Alors, déjà, on n'a pas le même métier. Nous, on est vraiment une agence publicitaire, très sociale et digitale. Babel est une très grande agence, près de 200 collaborateurs, plutôt sur des enjeux corporate, avec une grande complexité, des très grands déploiements. Nous, on a eu envie de faire une agence qui nous ressemble. Ça faisait 10-20 ans qu'on était dans ce métier. Moi, j'étais 10 ans aussi chez l'annonceur, donc je savais peut-être ce dont le marché avait besoin. Pierre et Nathalie avaient aussi... Pierre, par exemple, il a été DC à Londres d'agence digitale. Il a en même temps fait les bébés Evian. Donc, on avait tous envie, avec suffisamment de seniorité, de se dire, on a envie de faire notre métier avec notre façon de faire. Donc, c'est vraiment une maison d'artisans belle, ultra agile. Il n'y a pas le stagiaire, le directeur du stagiaire, le stagiaire directeur. On a beaucoup grossi. On est quasiment en train de passer de 10 à 30 en très peu d'années. Donc, mais avec, toujours les seniors aux manettes. Parce que notre métier est beaucoup plus compliqué qu'avant. Moi, je rêve de faire un métier comme dans Mad Men, où on sortait juste une affiche ou c'est vrai, un film. Ça paraît simple, en fait, en y réfléchissant. Je me dis, mais même les créatifs, parfois, on se dit, mais quelle chance ils avaient, ces publicitaires. Il y avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de délais et beaucoup moins de déploiement. Et en même temps, le terrain de jeu est plus vaste. Alors trêve de plaisanterie, ça demande... c'est assez rigolo, le métier a beaucoup changé en publicité ces dernières années. Et même, je vois, a changé depuis 4 ans. Ah oui, qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans ? Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur des marques qui ont des budgets plus restreints, c'est normal. Et l'inflation, la crise en Ukraine n'a pas amélioré les choses. Donc, on se retrouve sur des contrats publicitaires où souvent, on est amené à... la première année, on refait un petit peu, on va dire, les grands héros de la publicité, à savoir des films publicitaires, des grandes campagnes, des shoots ad hoc. Et après... Il faut savoir maintenir cette conversation renouvelée à chaque fois avec des supports qui sont nouveaux, notamment grâce au digital et au social. Et ça nous offre des opportunités de créativité plus grande, de parler avec plus de temps. En télé, les formats se raccourcissent. On était sur le 30, maintenant le nouveau 30 est un petit peu le 20 secondes. Donc avoir de la place pour raconter des choses, c'est aussi plus compliqué. Et donc c'est la chance aussi du social. On a plus de temps pour raconter des sujets, de la pédagogie, d'intéresser les consommateurs sur des questions qui se posent, d'apporter des réponses, d'être plus dans une logique servicielle. Et puis en même temps, y a TikTok qui est arrivé, où il y a encore des choses à faire. Donc on peut aussi plus s'éclater. Mais... c'est Belle, on essaye d'avoir une proposition de valeur qui est des seniors aux manettes, très agile et très rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse beaucoup aussi avec des acteurs de la nouvelle économie. Et en même temps, un piano publicitaire qui s'est... au début, il n'y avait que la presse, la radio. Un jour, il y a eu la télé. Maintenant, il y a le digital et le social, mais c'est le même piano. Et donc, on essaye de très bien travailler sur ce piano élargi avec une très forte conscience business. Donc, c'est, on va dire, ce faisceau de choses qui fait que on s'est dit, ça mérite d'avoir une proposition de valeur ad hoc. Et c'est comme ça qu'est née Belle. Et comme ça a très bien fonctionné, on a pris notre envol et donc on est devenu indépendant. Alors parmi vos clients, il y a beaucoup de start-up, d'acteurs de la nouvelle économie, comme vous dites, start-up, scale-up et licorne. Ce sont des entreprises qui sont
digital native. Est-ce qu'elle trouve aujourd'hui un intérêt à communiquer en télé? On les voit assez peu finalement. Est-ce que c'est tout simplement pas leur culture? Comment est-ce que vous les accompagnez sur ces enjeux? Est-ce qu'il faut même qu'elles y aillent? Ouais. Alors, c'est très juste. Alors, on a 2 types de clients. On a en effet, la majorité de notre chiffre d'affaires est quand même sur, on va dire, les entreprises traditionnelles, mais qui, voyant qu'on est très implanté dans la nouvelle économie, se disent « Ah bah tiens, ils ont l'air d'être assez digitaux et branchés sur les nouveaux usages ». Mais en effet, on a aussi toute une part de notre activité qui sont sur ces acteurs de la nouvelle économie, où en effet, on est dans une logique « je veux pas ». Ouais. Quand je dis « je veux pas », c'est « je rêverais d'avoir une marque plus connue ». Donc, ils languent sur des clients qui ont des marques installées, qui ont su investir dans de la notoriété et de l'image, et en même temps qui se disent « Oh là là, est-ce que je vais pas foutre mon fric par la fenêtre ?» Ouais. Et donc, il y a une sorte de dualité de sentiments. Voilà, de dualité. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est un petit peu au pied du mur qu'ils y vont. Quand je dis au pied du mur, c'est que on accompagne ces entreprises donc, sur la construction de la marque. Auparavant, ils ont beaucoup travaillé sur un marketing à la performance. Ouais. Donc, ils ont travaillé sur 2 choses. L'amélioration de leur expérience, donc beaucoup de dev, beaucoup de travail sur les features, sur la partie expérientielle, donc la proposition de valeur qu'ils offrent. Et une logique très perf, SEA, display, vraiment. Et au bout d'un moment, ils atteignent un plafond de verre. Ils se rendent compte que même la rentabilité de leur investissement à la perf est moindre. Et souvent, ils ont une levée de fonds qui fait qu'il faut dérouler une autre partie du business plan et aller pêcher plus large. Et pour aller pêcher plus large, c'est-à-dire trouver des consommateurs au-delà de vos early adopters, il faut travailler sur la notoriété de votre marque pour justement vous faire connaître auprès d'un bassin d'audience qui est plus large. Alors, on ne passe pas, c'est très rare, d'une marque qui est 100% à la perf à de la télé. La majorité du temps, je prends le cas par exemple de Conto, qu'on accompagne depuis plusieurs années, on commence par une première campagne d'image. Alors elle peut être 100% digitale, qui était vraiment du paid, mais dans une logique de notoriété sur Conto, ou on peut commencer pour beaucoup d'entre eux par de l'affichage métro. Ouais. Je ne sais pas si vous regardez, la majorité du métro parisien aujourd'hui... Absolument, c'est vrai. Et donc en fait, c'est souvent une façon pour eux de faire un galop d'essai, qui est, je commence à investir dans la marque, mais je suis très héroïste, donc même si on fait beaucoup de pédagogie avec eux, et vous évoquiez les notions de culture d'entreprise, c'est vrai, ils n'ont pas cette culture de la marque, et ils ont toujours peur de se faire avoir, entre guillemets, en se disant, je ne suis pas dans la maturité d'une marque comme Coca, Danone, à pouvoir faire des grands films comme ça, et de me dire, OK, à un moment donné, comment mon trafic sur site a augmenté, l'acquisition de leads. Donc, on les accompagne justement, et même nous, on a fait changer notre façon de faire notre métier, notamment grâce à mon associée Nathalie Alves, qui est très spécialisée sur les plans d'action, pour faire, le terme est horrible, de la brandformance. C'est-à-dire de la brandformance, ah ouais, non, c'est pas très joli. C'est pas très Mais joli. on comprend. Ouais, voilà, c'est comment on fait de la brand, comment on commence à faire de la notoriété, sans laisser tomber quand même les enjeux de performance. Parce que le nombre de fois où on a fait vraiment des spots dans le KPI, on se met d'accord dans une salle de réunion qui est est-ce que le KPI sera bien, comment la notoriété augmente, et 3 jours après la diffusion qui est mais je vois pas le trafic sur site qui augmente. Ah oui, moi c'était pas dit ça. Mais donc ça veut dire qu'il faut le faire. Donc à chaque fois, maintenant chez Bell, on fait à la fois des très forts, on fait beaucoup de projets sur cette construction de marque, à la fois en termes de positionnement, parce qu'au-delà de la notoriété, il y a qu'est-ce qu'on raconte et comment on est singulier. Et comment j'assure quand même, pour les actionnaires, une lisibilité sur un début de performance où on se dit, je ne suis pas en train d'investir en me disant peut-être que dans 5 ans, ça va marcher, parce que ce n'est pas la temporalité de ces entreprises. La temporalité de ces entreprises, c'est qu'il faut une lecture sur le ROI de toutes leurs actions. Je pense qu'elles soient RH, commercial, marketing ou autre. Donc voilà, donc on travaille main dans la main pour à la fois les faire progresser sur cette culture de la marque et en même temps être en empathie avec la culture héroïste qu'ils ont. Ça veut dire qu'en fait, il faut presque construire de nouveaux KPI en fait, pour bien les accompagner et que ça rentre en même temps dans leur logique, si je vous suis bien. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut être moins binaire qu'on a pu l'être avant et qu'il faut bien travailler sur le funnel entre la notoriété très haute et la performance et naviguer et se dire que il ne faut pas qu'on soit exclusif dans un KPI et que oui, on peut les faire cohabiter. On traite aussi le offline de façon complètement nouvelle chez Bell. Auparavant, quand on livrait un spot télé, on faisait quelques vagues, puis des post-tests, puis des études de contribution, par exemple. Et l'année 2, on se disait, OK, est-ce qu'on optimise le montage? Est-ce qu'on optimise le pack shot, le call to action, les RTB, donc les fameuses preuves? Nous, on peut le faire pour certaines scale-up durant la première vague.
C'est-à-dire qu'on est capable de livrer un nouveau montage si on se dit, on a hésité. Là, quand on regarde les perfs, donc on fait exactement comme sur le digital, mais en offline. C'est-à-dire qu'on optimise continuellement. On utilise même parfois le digital et on pousse différents montages de RTB, de CTA. Et on se dit, OK, qu'est-ce que l'algorithme au final nous dit sur le montage le plus efficace? Et parce qu'en effet, ce qui marche en télé ne marche pas en digital. Mais a priori, l'inverse est vrai. Donc quand ça marche sur YouTube, on pousse. Et c'est typiquement ce qu'on a pu faire avec de grosses licornes. Et justement, je pense qu'ils nous ont aidés aussi à faire progresser notre pratique. Nous, on leur apporte et ils nous apportent aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y a une nouvelle culture de la data alors dans votre métier maintenant. Alors oui, data qui était déjà très présente dans le digital et le social. Ce qui est intéressant, c'est quand elle devient hybride et que typiquement Nathalie, qui est issue du digital, quand elle regarde la télé, elle la regarde avec cette culture-là. Et en effet, c'est pouvoir rassurer l'ensemble voilà, de nos clients sur la valeur qu'on leur apporte. C'est-à-dire que moi, j'ai été 10 ans annonceur, on est entrepreneur, on a conscience que quand on investit, voilà, il faut prouver la performance de nos actions. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire vraiment, mais de façon sincère chez Bell. Donc, soit via de la data, des études, des pré-tests, beaucoup d'analytics en fait. Ouais. On a beaucoup dit que voilà, la télé était un peu un outil passéiste, on va dire. Aujourd'hui, vous considérez quand même que ça reste une vraie opportunité et qu'on n'en est pas du tout là, quoi. Non, on n'en est pas du tout là. Et ce qui est drôle, c'est que, je vous disais, on a deux jambes chez Bell. On a les clients historiques et les nouveaux acteurs, et chacun lorgne sur l'autre. Oui, c'est ça. Les nouveaux acteurs, ils rêveraient d'avoir une marque connue comme des marques historiques, et les marques historiques rêveraient d'être modernes comme les autres. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a certaines licornes et certains fonds d'investissement qui sont derrière certaines licornes. Nous, c'est drôle, c'est certains fonds d'investissement qui nous amènent certaines marques qu'on accompagne. Disons, voilà, on les a accompagnés dans l'hypothèse où ils allaient progresser sur la marque. Et ça, on a conscience, typiquement, quand on veut très fortement augmenter la notoriété, quand on veut très fortement augmenter un bassin qu'on va pouvoir travailler après en digital, justement pour le travailler et typiquement pouvoir descendre sur l'étape de la performance, on ne peut pas se passer de la télé. Quand on a certains objectifs, alors après, oui, il faut s'adapter, vous le voyez, les codes en télé ne sont pas les mêmes. Quand on traite une start-up, on a à cœur voilà, d'apporter aussi dans l'écriture publicitaire télé, et ça c'est le talent de Pierre, la capacité à voilà, avoir une écriture qui dise en même temps start-up. On sent cette audace, parce que souvent ce sont des gens qui ont disrupté leur marché. Donc là aussi, on ne peut pas avoir une tonalité pépère. Si vous avez apporté, il faut que ce soit aligné, quoi. Il faut que ce soit aligné en termes de personnalité d'entreprise, personnalité de la publicité, et en même temps, il faut être très juste. Il faut être très juste sur la qualité de l'insight. Il faut connaître sa cible, parce qu'en fait, la télé, quand vous faites de la pub télé, il faut partir du principe, c'est ce que je dis à tous mes clients, personne ne veut voir votre publicité. Non pas qu'ils ne vous aiment pas, mais on est les premiers à être en double écran, à aller se servir un thé ou autre. Donc il faut tout d'un coup être capable que la personne se dise, tiens, c'est intéressant, il m'a compris. C'est vrai que c'est un truc que je vis. Pareil quand on fait une campagne dans le métro. Ah ouais, donc il faut vraiment bien connaître leur cible, avoir cette fraîcheur et cette audace créative qui fait qu'on lève le nez. Et puis après, cette agilité et cette culture de la perf qu'on évoquait. Et dans ces cas-là, oui, la télé n'est pas du tout morte. Cette audace créative, elle a encore de la place aujourd'hui dans des budgets qui sont contraints et en même temps qui doivent s'adresser à des supports de plus en plus nombreux? Justement, je pense que la créativité est la réponse à ces budgets contraints. Soit vous avez la chance d'être un acteur historique qui a des millions et des millions d'euros, et vous pouvez faire une créa, on va dire, relativement neutre, on va dire. Et en fait, c'est parce que vous avez énormément de répétitions publicitaires que ça va rentrer. Si ça n'est pas le cas, à GRP contraint, donc à audience publicitaire restreinte, vous avez besoin de cette audace créative et de cette créativité pour tout d'un coup émerger. Il y a tellement de contenu que si à un moment donné, vous n'avez pas un peu d'audace pour dire aux gens « Regardez-moi », vous prenez un sacré risque. Donc je pense que même la créativité est au service de la performance dans des budgets restreints. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous vous amusez follement. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, on s'éclate. À la fois parce que quand on crée une entreprise et qu'on s'est choisi mutuellement, voilà, on a vraiment un grand plaisir à aller au boulot le matin. Et ça, c'est important. Je pense qu'après le Covid, on avait tous aussi envie de se retrouver. Et on a travaillé un lieu avec mes associés, vraiment où on a plaisir tous à venir. Pareil pour nos clients, s'ils ont besoin de faire des réunions chez nous. Et comme on fait notre métier avec vraiment la façon avec laquelle on aime le faire et avec laquelle vraiment on croit qu'on peut avoir des résultats,
Et je pense que c'est aussi une des raisons du succès de Belle, c'est qu'on le transmet et qu'on partage ça avec les marques qu'on accompagne. Vous êtes quand même une des rares femmes à la tête d'une agence. Je ne voudrais pas dire de chiffres sur le marché, mais à mon avis, on ne dépasse pas les doigts de la main, voire même on est en dessous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore en 2023, il y a aussi peu de femmes à la tête d'agences de pub en France? Sujet éminemment compliqué. Alors, il y a pas mal de grandes patronnes d'agences quand même, mais qui sont salariées de grands groupes. Je pense qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs à la tête d'agences. C'est ça. Et je pense, oui, c'est un métier qui est difficile. Que c'est un métier, à un moment donné, où quand on est jeune maman, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on a à cœur aussi, avec Belle, de proposer une nouvelle façon de travailler. Moi, j'ai des jumeaux. Ouais. Donc, moi, ma vie privée, elle est clé. Mes enfants, ils sont clés. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on est bon et que vous ressentez aussi le plaisir avec lequel je vous parle de tous ces sujets-là. C'est important. C'est comme ça qu'on est équilibré. C'est comme ça qu'on a de l'énergie. C'est comme ça aussi qu'on a de la créativité. Quand on a le cerveau enroulé, comme dirait mon fils, c'est très difficile d'avoir des idées neuves sur des sujets compliqués. Mais c'est vrai que beaucoup de modèles d'agence, et pour les défendre, c'est vrai qu'on nous demande des choses beaucoup plus compliquées. Avant, on livrait, on en parlait en début d'interview, un film, 2 affiches, une radio. Maintenant, quand on livre un film, il faut quand même savoir qu'on livre, par exemple, entre 42 et 58 formats. Entre 42 et 58 formats pour une seule campagne? Oui. Ouais. Donc, sur des délais qui sont beaucoup plus courts. Donc, le métier est beaucoup plus dur. On a beaucoup de mal aussi à défendre notre rémunération. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est vrai que dans une économie contrainte, c'est vrai que ça a tendance à tanguer. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement organisé. Moi, quel plaisir. Hier, on faisait encore une réunion en équipe. Et quand les collaborateurs nous disent il y a une vraie hygiène de vie et de travail chez Belle, c'est une immense fierté qu'on a avec mes associés, parce que je pense que les agences ne sont pas obligées de se vivre comme des entreprises qui sont à part. Oui, il y a quelque chose de très différent par rapport à des entreprises où j'ai pu être, des corporates, parce qu'il y a ce management de la créativité qui ne se manage pas comme de l'IT ou comme de la compta, c'est sûr. Mais en même temps, on a beaucoup de bonnes pratiques aussi à prendre et à s'organiser et à se faire confiance. Et je pense que comme ça... et des choix aussi de rentabilité, clairement. Quand vous ne faites pas travailler les gens nuit et jour et le week-end, vous renoncez aussi. Mais il faut être en phase avec ses valeurs, et je crois que c'est nos valeurs à Pierre, Nathalie et moi. Donc, et c'est cet équilibre-là qui permettra d'amener plus de femmes à des postes comme le vôtre? Clairement. Clairement, si vous vous dites pas, parce que en publicité, le nombre de jeunes femmes que vous avez au début en chef de pub, en créatif, et au final, vous en avez de moins en moins. C'est qu'à un moment donné, il y a un renoncement. Or, ces filles-là, elles pourraient très bien être un jour directrices de création ou patronnes d'agence. Mais à un moment donné, elles ont dû sentir que ça n'était pas compatible avec le modèle de vie auquel elles aspiraient. Donc, c'est aussi à nous de faire ce que toutes les entreprises de tous les secteurs, dans beaucoup de régions géographiques, font. Il faut qu'on bosse pour que ce soit compatible. C'est du boulot, c'est des choix stratégiques, mais c'est possible. Vous êtes aussi parmi les cofondatrices de Leia Capital, fonds de capital risque qui n'investit que dans les projets portés par des femmes. C'est votre façon aussi de pousser cet entrepreneuriat féminin? Oui, exactement. Quand on voit que alors les équipes cofondées par des femmes, c'est 25% des startups et elles lèvent, je crois, la dernière étude, c'était encore moins de 5% des fonds. Et quand on regarde, alors sur les petites levées de fonds, il y a des femmes, mais si vous regardez les séries, les grosses séries, il n'y a plus de femmes en termes de fondatrices. Il y a un vrai problème. Pour autant, elles ne sont pas moins talentueuses. Hein. Là, c'est pareil. C'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire d'idée, c'est pas une histoire d'organisation. Donc, on a eu envie de proposer ça. Au début, on était une quinzaine, maintenant on est une trentaine, avec cette volonté de participer à un plafond de verre qui se casse sur le financement des femmes entrepreneurs. Il y a une double vocation. Il y a ça, il y a financer des femmes entrepreneurs, et il y a aussi développer l'investissement au féminin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, avec leur économie, mettent des tickets ou mettent des lignes dans des startups, et c'est moins fréquent chez les femmes, alors que pour autant, elles peuvent avoir la même épargne, la même connaissance économique et business, donc la même capacité à analyser des dossiers. Et donc, on a envie de proposer un endroit où, à la fois, on peut défendre cet entrepreneuriat au féminin et cet investissement au féminin.
Et ça m'a aussi donné des ailes. Clairement, il y a beaucoup d'entrepreneurs chez Leia. Et de voir autant de femmes qui réussissent, qu'on se courage, cette énergie, c'est vrai qu'on se dit que c'est aussi possible pour soi-même. Merci beaucoup Solène Madec. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et CEO de l'agence Belle.